C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le retour de Paul Biya au Cameroun. Le président camerounais est rentré au pays ce lundi. Un retour qui met fin à de nombreuses rumeurs sur son état de santé ou sur son décès. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. Autre retour, celui de Sénégalo-Libanais et de Sénégalais à Dakar. Ils ont été rapatriés depuis le Liban en guerre. 30 000 Libanais vivent au Sénégal. Nos correspondants sont allés à leur rencontre. Reportage à suivre. Et à la fin de ce journal, nous recevons Barbara Debout. Elle est l'auteure de l'enquête qui a révélé les témoignages de viols commis par des contingents de la MINUSCA en Centrafrique. Nous reviendrons sur son enquête publiée dans le journal Le Monde à la fin de ce journal. Cela fait 49 jours que les Camerounais étaient sans nouvelles de leur président. Paul Biya a fini par réapparaître. Il est rentré au pays ce lundi. Des affiches lui souhaitant la bienvenue étaient placardées dans la capitale Yaoundé. Son retour met fin à de nombreuses rumeurs sur son état de santé ou sa mort. Les précisions de notre correspondant Marcel Amoko. Ça y est, le président Paul Biya a donc regagné son pays en début de soirée. Et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion avant de prendre la direction du palais présidentiel. Une arrivée retransmise en direct à la télévision nationale. Et il faut dire que l'absence prolongée du chef de l'État camerounais, dont la dernière apparition remontait au sommet Chine-Afrique au début du mois de septembre, avait suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé. Des spéculations accentuées par ses absences inhabituelles à l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet de la francophonie, une chaîne de télévision en ligne, allant même jusqu'à annoncer sa mort. Il n'en fallait pas plus pour susciter une vive réaction et un démenti formel des autorités camerounaises qui affirmaient que le chef de l'État camerounais était en parfaite santé et vaquait normalement à ses occupations à Genève où il a ses habitudes et qu'il avait regagné après le sommet Chine-Afrique. Son retour vient donc mettre fin à toutes ces spéculations, un scénario qui ressemble étrangement à celui de 2004, lorsqu'après des rumeurs sur sa mort, le chef de l'État camerounais s'était fendu de cette déclaration pleine d'ironie à sa descente d'avion. Le fantôme vous salue bien. Et à ceux qui, selon lui, s'intéressaient à ses obsèques, il avait donné rendez-vous dans une vingtaine d'années. À bientôt 92 ans, dont 42 au pouvoir. Certains de ses partisans l'appellent déjà à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour un 8e mandat. Ce retour tant espéré au Sénégal, des binationaux sénégalo-libanais ont pu être rapatriés grâce à un vol mis en place par Dakar. Ils ont été accueillis par le président Bassirou Diomaye Faye. En Afrique de l'Ouest, les bombardements israéliens sur le Liban touchent particulièrement les communautés d'origine libanaise. 30 000 d'entre eux vivent au Sénégal. C'est l'une des plus anciennes diasporas du continent. Reportage de Sarah Sako et Simon Martin. Au pied de l'avion, les rires et les embrassades, enfin. Pour la première fois depuis des semaines, les 117 passagers du vol de rapatriement affrété par Dakar n'entendent plus le bruit des bombes. Gada Hachem, né au Sénégal, s'est occupé de toutes les démarches pour faire ramener sa famille. Pour eux, le cauchemar a commencé le 23 septembre. Donc Israël a bombardé la totalité de la maison de mon papa et la quasi-totalité de la maison de mon frère. Donc dans la maison de mon frère, il y avait mon neveu et ma nièce à l'intérieur. J'ai perdu mon neveu qui a 14 ans. La petite, elle a été sortie des décombres, elle a 11 ans. J'aurais pu perdre 5 membres de ma famille s'ils n'étaient pas dans le jardin. À bord du vol, des binationaux, mais aussi plusieurs Sénégalaises parties travailler comme domestiques au pays du Cèdre. Bintou a été l'une d'elles pendant 20 ans. C'est elle qui a tout fait depuis le début des bombardements pour recenser les travailleuses bloquées dans le pays. Tous les jours, je faisais que frapper toutes les portes pour qu'on puisse rapatrier mes sœurs qui sont là-bas, parce que je sais ce que j'ai laissé derrière moi. Je sais ce que ça veut dire, les bombes. Des bombes qui meurtrissent la communauté libanaise. Issam est né au Sénégal, mais se sent tout aussi concerné. On a tous des attaches, on a tous des sources, on a tous des origines qui font que ça parle. Et ça parle beaucoup, ça parle en émotion, ça parle le cœur qui parle. Et le sentiment d'inquiétude est très grand, le sentiment d'injustice est immense.
La communauté libanaise du Sénégal compte quelques 30 000 membres qui continuent à se mobiliser. Samedi, une manifestation dans les rues de Dakar a dénoncé les frappes israéliennes au Liban. On vous parle ce soir de cette enquête révélée par le journal Le Monde et The New Humanitarian. La semaine dernière, 19 femmes témoignent avoir été victimes de viols par des casques bleus de la MINUSCA, la force de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine. Nous recevons ce soir Barbara Debout, journaliste spécialiste Afrique centrale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de cette enquête. Tout d'abord, Barbara, pourquoi et comment avez-vous entamé cette enquête ? Lorsque je suis arrivée en Centrafrique pour travailler comme correspondante, principalement pour l'agence France Presse au début, j'ai eu l'occasion de travailler sur les violences sexuelles commises par les rebelles, mais aussi les violences sexuelles intrafamiliales. Et finalement, c'est dans ce cadre, en rencontrant ces femmes au cours de ma correspondance, que je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a un problème avec la MINUSCA, enfin la mission des Nations Unies en Centrafrique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des victimes de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Alors, vous avez pu parler à ces femmes. Je rappelle qu'il y en a eu 19 qui ont témoigné. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Elles disent toutes avoir peur de s'adresser à la MINUSCA, mais aussi souvent elles disent que ça ne sert à rien. Ce qui est le plus frappant avec ces femmes, c'est leur découragement. Elles ne savent pas vers qui se tourner, elles ne connaissent pas la marche à suivre pour reporter une agression à la mission, ou même de toute façon aux autorités. Et c'est ça qui est extrêmement complexe dans cette enquête. Et c'est ce qui m'a vraiment frappée en premier quand j'ai rencontré ces femmes. Quel est le témoignage qui vous a le plus touché ? Alors, je dirais que c'est celui que j'ai mis en premier, Jeanne, qui était vendeuse de légumes à Bangui et qui devait aller chercher venait de vendre des légumes à des casques bleus rwandais. Et à ce moment-là, quand le casque bleu a voulu s'acquitter de sa facture, il a proposé à Jeanne de la faire entrer dans la base. Et là, donc elle aurait été violée par ce casque bleu. Enfin, en tout cas, Jeanne raconte avoir été violée par ce casque bleu. Et elle explique à ce moment-là qu'il lui dit c'est soit le sexe, soit la mort, en posant une grenade sur la table. C'est extrêmement violent. Jeanne ressort de la base, absolument traumatisée. Elle s'adresse à 2 casques bleus à l'entrée. L'un rit, l'autre hoche la tête. Elle sait que c'est une fin de non-recevoir et qu'elle ne pourra pas obtenir d'aide de la part de ces 2 casques bleus. Et aujourd'hui, Jeanne est stigmatisée, donc elle a dû quitter son quartier. Et puis, elle n'a plus du tout envie de vendre des fruits et légumes en face de la base. Donc, elle a dû trouver un autre endroit où s'installer. Et toutes ces choses la plongent dans une précarité extrême. Comme la plupart de ces femmes dont vous parlez. The New Humanitarian a pu contacter la MINUSCA et la réponse est assez incroyable. Je lis une partie. Le risque de comportement inapproprié demeure élevé au sein de la MINUSCA, en partie en raison d'un environnement caractérisé par de nombreuses vulnérabilités, telles que la pauvreté, l'analphabétisme, le niveau d'accès à l'information, etc. Comment interpréter cette réponse ? Là, déjà, la mission des Nations Unies en Centrafrique justifie ces violences sexuelles commises par la force par le contexte. Et récemment, ils ont communiqué en disant que leur casque bleu, les casques bleus mentionnés dans l'enquête ne se trouvaient pas sur les lieux où se sont déroulés les faits. En tout cas, dans les lieux où se sont déroulés les faits et les lieux mentionnés dans l'enquête. Sauf que, donc, fin septembre, nous avons, 2 semaines après, 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 nous avons,
donner l'accès à la mission des Nations Unies en Centrafrique à nos informations afin qu'ils puissent nous dire est-ce que les emplacements que nous mentionnons dans l'enquête sont bien les bons, pour parler de la présence des contingents notamment rwandais. Dans l'enquête, notamment rwandais. Et à ce moment-là, la mission nous a répondu, nous a confirmé qu'elle ne pouvait pas, confirmer l'emplacement de ces casques bleus mentionnés dans l'enquête parce que la mission a une approche mobile et tactique de déploiement. Donc, ils nous ont répondu ça juste avant la publication de l'enquête. En ce qui concerne les Rwandais, qui ont été les premiers à réagir, bien que nous maintenons les accusations formulées par les victimes reposant sur des témoignages fiables et circonstanciés, je trouve ça assez positif que finalement, en tout cas, ils aient l'air sensibles à cette problématique. Ils ont démenti, toutefois. Ils ont démenti. Et nous, nous faisons confiance aux témoignages des victimes que nous avons. Alors, on va en parler de ces victimes. On va en parler parce que, d'ailleurs, la MINUSCA parle de vulnérabilité. Elles sont effectivement vulnérables, ces femmes, à cause du contexte dans le pays. Vous avez travaillé en Centrafrique. Vous connaissez parfaitement ce pays. Oui, alors elles sont extrêmement vulnérables aux violences sexuelles, tout d'abord, parce que, déjà, on est dans un pays qui a été plongé dans une guerre civile sanglante en 2013, lorsqu'une coalition de milices armées qui s'appelait la Seleka a renversé le président en place. Déjà, là, ça avait compliqué vraiment la vie, en tout cas de la population de manière générale. Et à partir de 2018, même si les violences ont diminué, le pays est profondément meurtri et ces femmes se retrouvent souvent à être prises en étau entre différentes forces armées et peuvent être victimes de violences sexuelles aussi bien de groupes rebelles, de forces armées centrafricaines, de militaires russes liés à la milice Wagner. Et puis aussi d'autres hommes. Elles disent d'ailleurs, elles témoignent, et vous le dites dans votre article, qu'elles sont parfois interpellées sous prétexte qu'elles sont femmes de rebelles, qu'elles sont aussi... c'est aussi un prétexte aussi parfois. Mais n'importe quel prétexte est bon. Enfin, je veux dire, elles sont dans une situation de précarité extrême. Elles sont vulnérables. Donc, de toute façon, n'importe quelle raison peut être invoquée. Voilà. Alors, comment du coup perçoivent-elles le fait que la MINUSCA ne puisse pas faire confiance à cette force de maintien de la paix ? C'est vrai qu'elles se sentent... la MINUSCA est arrivée en 2014 comme le protecteur quand ces femmes-là, et elles nous l'ont dit à plusieurs reprises, nous pensions que les casques bleus étaient venus pour nous protéger et finalement ils nous violent. Ça a été mis dans l'enquête. Mais c'est exactement cette idée qu'elle partage. Donc voilà, donc je rappelle 19 femmes qui témoignent avoir été victimes de viols par des casques bleus de la MINUSCA, la force de maintien de la paix de l'ONU, en République centrafricaine. Donc cette enquête est révélée donc, par le journal Le Monde. C'est votre enquête, Barbara Debout. Merci beaucoup d'être venue nous en parler sur ce plateau. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.